J'ai toujours eu le sentiment que ceux que l'on voulait faire taire avaient souvent des choses intéressantes à dire. Et comme j'ai moi-même vécu depuis 30 ans dans ce bannissement, au fur et à mesure que j'avais à décrire des réalités qui ne voulaient pas être entendues, je suis devenu très sensible, en effet, à cette incapacité que nous avons aujourd'hui en France à débattre, sinon à être injuriés. Alain Finkielkraut lui-même reprochait à Didier Raoult, dans le fond, d'être une sorte de complotiste, d'antivax complotiste qu'il assimilait à l'extrême droite, en reproduisant précisément les phénomènes d'exclusion que lui-même dénonçait quand il s'agissait de brandir la menace de l'antiracisme, afin que l'antiracisme clôt les débats sur tout ce qui nous concerne, sur l'immigration et sur le sentiment de dépossession culturelle. D'autant que la presse a cautionné le confinement, a cautionné l'efficacité des vaccins et n'a pas voulu rendre compte, dans le fond, de cette évidence qui est qu'aujourd'hui, il y a eu une sorte de fake news, en tout cas, une fake news gouvernementale, à dire que le slogan « tous vaccinés, tous protégés » n'était que partiellement vrai, puisqu'il ne protège pas, en tout cas, à 99%, comme il était annoncé. Donc je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté également de la part des médias, mais ça, en effet, je reconnais que c'est tout à fait subjectif. L'idée que ce vaccin va éradiquer une maladie qui est une zoonose, un virus qui mute à toute vitesse, et pour protéger les gens qui n'ont pas de risque, si vous dites, écoutez, vous ne voulez pas réfléchir 5 minutes, on vaccine ceux qui ont un risque, si ça, c'est être anti-vax, je pense qu'on a besoin de modèles, et dans tous les domaines. Moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les modèles. Et vous avez vu, j'ai dédicacé mon livre à Mohamed Ali, Cassius Clay, qui pour moi, le modèle de la résistance, le type qui est champion du monde, qui refuse d'aller faire la guerre au Vietnam parce qu'il n'a rien contre les Vietnamiens, on le déchoit de son titre, il n'a plus le droit de se battre pendant 5 ans, il perd tout, et il revient, et il regagne. Ça, voilà, ça pour moi, c'est un modèle. C'est le modèle de ma jeunesse. Pour moi, c'est le modèle, c'est les gens qui vont jusqu'au bout de leur courage. Excuse de dire ça, Djokovic, voilà le modèle. Ah, du courage. Du courage, on l'empêche de jouer. Il revient, il gagne et il fait plus que n'importe qui. Ça, c'est du courage. Vous n'avez pas suivi la procédure pour prendre des salives, pour faire 3 études. Non, mais vous vous rendez compte du point où on est arrivé. Enfin, vous vous rendez compte. Ouais. Donc, il y a un vrai problème, là, un vrai problème de fond, qui explique d'ailleurs la violence de la réactivité. Il y a un vrai problème. Il y a des problèmes de morale. Moi, je finis par être irrité par le fait qu'on revienne à l'éthique plutôt qu'à la morale. Il y a un problème de morale, un vrai problème de morale. Normalement, et c'est prévu ça dans les déclarations d'Helsinki, vous ne pouvez pas demander à un malade de rentrer dans un essai thérapeutique, un vrai, parce qu'on fait nous c'est soigner, un essai thérapeutique, sur lequel vous allez gagner de l'argent, sans le dire à votre malade. Et que si vous parlez ici sur un plateau, et que ce que vous dites a quelque chose à voir avec l'argent que vous avez touché, ce que personne dans nos télévisions ne fait, personne ne déclare ce qui est la loi, les conflits d'intérêts. De savoir si oui ou non l'hydroxychloroquine peut être efficace, si elle est bien dosée, etc., dans un protocole de soins. Voilà, mais ça c'est la vraie question. Et c'est la question d'ailleurs que vous avez remarqué que personne ne pose. Ce qu'on a fait, on a soigné les malades. On n'a pas cessé de soigner les malades. Parmi les soins que nous avons donnés, il y a des gens qui ont reçu de l'hydroxychloroquine, il y en a qui ont reçu de l'ivermectine, il y en a qui ont reçu de l'azithromycine, il y en a qui ont reçu des corticoïdes, il y en a qui ont reçu d'autres antibiotiques, d'accord ? Ce qui est... Et si vous regardez, au lieu de vous focaliser sur 2 études dont je vous dirai tout le mal que je pense, vous regardez ce qui a été fait dans le monde, il y a eu 2600 études qui ont été faites sur les traitements des Covid, des traitements comparatifs des Covid, les études précoces et les études tardives. Sur ces 2600 études, il y en a plus de 400 qui ont utilisé l'hydroxychloroquine et les résultats sont d'ailleurs à peu près comparables aux nôtres. Si vous donnez ça précocement, vous épargnez 70% de morts. Si vous donnez ça quand ils sont hospitalisés, vous épargnez entre 30 et 40% de morts. Chez les gens hospitalisés qui prenaient l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, la mortalité était de 7%, ce qui est la plus basse mortalité de toutes les études qui ont été publiées au monde aujourd'hui. Et pour le savoir, il suffit de regarder, il y a un site qui s'appelle earlyc19.com pour regarder, et tout ça est décrit dans les détails. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette étude, personne ne parle du résultat.
D'accord ? D'ailleurs, la dame du Figaro qui m'a interviewé, elle m'a dit surtout, je ne parle pas des résultats. Donc, pourquoi cette étude a suscité encore plus d'excitation que les autres ? Écoutez, non, on sait qu'il y a des morts qu'ils n'ont pas déclarées. D'accord ? Là, c'est impossible. Ce qu'on a fait, on a pris 3 sources externes, et les morts, on les a comptés par l'INSEE. Tous les gens qui avaient été traités à l'IHU, on a regardé ceux qui étaient morts dans les 6 semaines suivantes. D'accord. D'accord, donc il n'y a pas de mort. Alors qu'est-ce qu'on reproche à cette étude alors ? Non, mais ce que vous croyez que vous pouvez dire face à face à quelqu'un, vous savez que vous êtes trompé depuis 2 ans, que vous avez interdit les médicaments qui marchaient, c'est uniquement ça. Et quand on vous dit non mais attendez, on n'avait pas le droit, moi on m'a déjà fait le coup. Je suis déjà passé devant le Conseil de l'Ordre pour dire vous n'avez pas le droit de passer hydroxychloroquine. En décembre 2021, le Conseil de l'Ordre a répondu non, M. Raoult avait parfaitement le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, il n'a pas fait de faute, il n'a pas mis ses malades en danger. C'est pas parce qu'un ministre qui ne sait pas ce qu'est l'hydroxychloroquine a une opinion dessus que ça change, moi, mon opinion, alors que j'utilise l'hydroxychloroquine pour les maladies infectieuses depuis 30 ans quand même. Il y a un pharmacocinéticien là, qui dit à ces posologies, ça marche pas. Mais vous savez, j'ai fait 10 000 dosages, moi, d'hydroxychloroquine dans ma vie. Donc je sais très bien comment ça marche. Hein. Mais est-ce que la violence des réactions à votre égard ne vient pas de cette grave accusation que vous portez de suggérer, de dire que des morts auraient pu être évitées, donc il y a eu des morts qui ont été causées par ceux qui ont interdit de prescrire de l'hydroxychloroquine. C'est bien ce que vous dites. C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que je dis... Et vous évaluez ces morts à combien ? Je n'aime pas faire de spéculation, parce que les gens qui sont morts ou qui ne sont pas morts, je ne sais pas par quoi, je sais exactement par quoi ils ont été traités chez nous. La manière dont ils ont été traités ailleurs, je n'en sais rien. Mais encore une fois, les données que je vous donne, c'est des données que vous pouvez regarder sur Early. Vous savez, j'ai indiqué plusieurs sites depuis le début de cette histoire. Maintenant, tout le monde connaît Euromomo, Eurofordoc, c'est moi qui vous ai appris ça quand même. Hein. Donc là, je vous en apprends un autre. C'est Early C19, vous n'avez qu'à regarder. Dedans, il y a 2600 études analysées. Ouais. Et donc, quand je vous dis, vous évitez 70% des morts si vous traitez tôt, vous faites un calcul de ce que c'est. Ouais. Mais pourquoi avez-vous retiré cette étude qui avait été mise en ligne ? Il y a un ministre qui s'est permis de dire devant le Sénat il y aura des sanctions contre tous les signataires de cette publication. Dedans, il y a des jeunes. Moi, personnellement, ce que dit le ministre, j'attendrai ce que dira la justice s'il y a quelque chose à dire. C'est pas sûr que le ministre ait moins d'ennuis que moi dans les années à venir, vous savez. Mais pour les plus jeunes qui sont face à cette situation... C'est pour les protéger, donc. C'est pour les protéger. Vous savez, c'est le règne par la peur, actuellement. Et donc, on a dit, écoutez, on prend une décision collective qui est de dire, on enlève ce papier-là, et puis... Si un autre papier doit y être, et il y en aura un, moi j'y serai parce que j'ai peur de rien. Mais je ne veux pas entraîner des gens à être menacés, à avoir des sanctions, parce qu'il y a des gens qui manient des outils dont je ne pensais pas que je les verrais un jour. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la question des conflits d'intérêts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce que vous avez un jour suggéré, à savoir des conflits d'intérêts chez certains de vos adversaires ? Écoutez, c'est pas. Après, là aussi, c'est facile à voir. Hein. Il y a un site qui s'appelle là Eurofordox. Vous pouvez regarder. On a regardé très facilement dans les sociétés savantes qui ont signé cette espèce de pamphlet contre moi, ont reçu 37 millions d'euros de l'industrie pharmaceutique ces dernières années. Donc c'est pas un peu d'argent. Hein. C'est énormément d'argent. Donc on est dans une situation dans laquelle les gens font comme si c'était du complotisme de dire que les industriels qui vendent, qui commercialisent, peuvent faire de la corruption. On ne va pas dire qu'ils le font tout le temps, mais ils peuvent le faire. Et l'industrie pharmaceutique, comme l'industrie automobile, comme le pétrole. Vous appelez ça de la corruption ? C'est de la corruption. Mais tout le monde appelle ça de la corruption. Il n'y a que dans ce pays qu'on ne sait même pas que ça existe. Ouais. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous faire offrir un café par un industriel. Moi, ça fait depuis 1999 que je n'ai pas accepté de prendre un repas payé par l'industrie pharmaceutique. La loi française impose, elle n'est pas appliquée. Et vous ne l'appliquez pas, de demander aux gens, quand ils parlent d'un sujet, pour savoir s'ils n'ont pas un conflit d'intérêts. Si vous le faisiez, vous n'avez qu'à regarder le nom de tous les gens, puis vous le regardez, c'est pas difficile, vous regardez le nom, vous regardez combien ils ont reçu dans les 7 dernières années, vous allez être effaré. Et ça, c'est un problème de morale,
parfaitement clair dans la déclaration d'Helsinki qui devrait être notre point commun dans l'éthique. Et puis je vais finir sur l'éthique pour vous dire quelque chose. Pour pouvoir faire quelque chose qui est encore en phase 3, ce qui était le cas du vaccin, on est obligé de vous demander votre consentement éclairé. C'est-à-dire on est obligé de vous dire, écoutez, voilà, ce vaccin est en phase 3, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous le fasse? D'accord? Mais le consentement éclairé, si vous regardez, pareil, la déclaration d'Helsinki, ça veut dire qu'on vous menace, on vous demande pas un consentement éclairé avec un revolver sur la tempe. On vous dit le consentement éclairé. Le revolver étant le pass vaccinal. Le pass vaccinal, l'emploi, fou dehors si vous le faites pas. Donc le consentement éclairé dans tous les papiers. C'est pour ça que je peux vous dire, il y a des centaines de papiers qui passent par la commission de protection des personnes. On dit et on explique bien précisément, si vous refusez, vous n'aurez aucune conséquence négative. Et imaginez que vous veniez, les gens qui venaient chez nous, ils venaient pour être soignés. Hein. Imaginez que je vous dise, écoutez, voilà, on a publié, nous, que ça diminuait la mortalité de 50%, mais je ne peux pas vous le donner, donc je vais vous donner quelque chose dont je ne sais pas si ça marche. D'ailleurs, vous êtes un peu fou. Mais globalement, donc, quand vous parlez d'une zoonose, c'est une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux, vous ne pouvez pas penser qu'en vaccinant que les hommes, vous allez arrêter l'épidémie. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu disparaître l'épidémie. Et c'est pas très bien. Vous n'avez pas vu disparaître l'épidémie. D'ailleurs, Pfizer l'a dit lui-même, c'est pas du complotisme, il a dit nous n'avons jamais testé la contagiosité. Ils n'ont pas testé la contagiosité. Donc la vaccination générale, ça n'avait d'intérêt que si on pouvait éviter la contagiosité. Ouais. Donc pour pouvoir éviter une mort chez les moins de 45 ans qui n'ont pas de pathologie par ailleurs, je sais pas, il faut faire 1 million de vaccins. Donc il y a eu une erreur à faire vacciner la population entière, on est bien d'accord, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Les vaccins avec AstraZeneca donnés, mais maintenant ça a été décrit à Pfizer aussi, donnent des thromboses d'une veine du cerveau qui se traduit par une thrombose de la veine de la centrale de la rétine, qui fait que les gens perdent un œil. Et la jeune fille n'a toujours pas récupéré la vision. Les Anglais ont retiré la vaccination par AstraZeneca chez tous les gens qui avaient moins de 50 ans. Les myocardites, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est les Israéliens qui l'ont décrit. Maintenant, jusqu'au moment où on a eu les examens à l'impact des gens qui étaient morts de ça, il y a des gens qui disaient que soit c'était pas vrai, soit c'était pas grave. Un vaccin qui marche, d'abord, c'est des vaccins qui marchent sur des maladies qu'on fait qu'une fois. Si vous faites une maladie qui fait la rougeole, la rubéole, la varicelle, encore une fois, qui est pas remboursée ni même recommandée en France, les oreillons, là, de trouver un vaccin qui marche, c'est très facile, puisque on a une immunité, ça marche moins bien que l'immunité naturelle. Parfois, il faut faire 2, 3 vaccins, mais ça marche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La maladie disparaît. On connaît bien la grippe, on fait des vaccinations sur la grippe depuis très longtemps. Vous voyez pas la grippe disparaître, il y a toujours autant de grippe. D'accord? Donc, vous pouvez pas dire tous les vaccins ont le même effet. Il y en a qui éradiquent les maladies, mais quand vous êtes dans une maladie dans laquelle il y a des virus qui se remarient entre eux pour faire de nouveaux virus ou qui mutent, pour avoir quelque chose qui soit définitif sur quelque chose comme ça, vous n'y arrivez pas. Et c'est pas la grippe, ça ressemble beaucoup au coronavirus, une zoonose. Il y a des morceaux qui se recombinent, les virus changent et les maladies pulmonaires comme ça sont assez peu immunisantes en réalité. Vous avez bien, on peut même faire 2 grippes dans l'année. Donc ça veut dire que vous n'arriverez pas à avoir un vaccin qui aura une efficacité qui sera supérieure à celle de l'infection naturelle.